J'ai hérité d'une poule de mon père, et mon frère s'est moqué de moi. 1 an plus tard, tout le monde a été surpris. Je m'appelle François Dupont, et je suis le fils cadet de la famille Dupont, une lignée respectée dans notre petite ville du sud de la France. Notre histoire commence le jour où ma vie a basculé, le jour où j'ai reçu l'héritage le plus étrange et apparemment insignifiant qu'on puisse imaginer, une poule. C'était une journée d'automne. Le ciel était gris et lourd, comme s'il reflétait le poids qui pesait sur mon cœur. Je me tenais debout dans le bureau du notaire, Monsieur Lefebvre, aux côtés de mon frère aîné, Antoine. L'atmosphère était tendue, chargée d'une électricité silencieuse qui crépitait entre nous. « Monsieur François Dupont », annonça Monsieur Lefebvre d'une voix monotone, « selon les dernières volontés de votre père, vous héritez de... une poule. J'ai cru avoir mal entendu. Une poule? Était-ce une blague de mauvais goût ?» J'ai regardé Antoine, m'attendant à ce qu'il éclate de rire, mais son visage restait impassible. « Et pour vous, monsieur Antoine Dupont, continua le notaire, vous héritez de la majorité des parts de l'entreprise familiale, groupe Zarat. » Le choc m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Notre père, cet homme que j'avais toujours admiré et respecté, m'avait légué une poule tandis que mon frère héritait de l'empire familial. L'injustice de la situation me laissa sans voix. Je suis sorti du bureau du notaire dans un état second, à peine conscient de mes pas qui me menaient vers le parc voisin. Je me suis effondré sur un banc, la tête entre les mains, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. C'est alors que j'ai senti une main douce se poser sur mon épaule. J'ai levé les yeux pour rencontrer le regard inquiet de ma petite amie, Sophie. Ses yeux verts, habituellement pétillants de joie, étaient assombris par l'inquiétude. « François, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tremblement de ma voix. « Mon père, il m'a légué une poule, Sophie, une poule, pendant qu'Antoine hérite de toute l'entreprise. » Sophie s'est assise à côté de moi, prenant ma main dans la sienne. « Oh, François, je suis tellement désolé. Mais il doit y avoir une raison, non ? Ton père t'aimait, il n'aurait pas fait ça sans une bonne raison. » Ces paroles, bien qu'elles se voulaient réconfortantes, ne faisaient qu'attiser ma frustration. Une raison ? Quelle raison pourrait justifier une telle humiliation ? J'ai travaillé dur toute ma vie pour rendre mon père fier. Et voilà comment il me remercie. Je me suis levé brusquement, incapable de rester assis plus longtemps. Je me suis mis à faire les 100 pas devant le banc, mon esprit tourbillonnant de questions sans réponse et de doutes amers. « Peut-être, suggéra Sophie avec hésitation, que ton père voulait que tu trouves ta propre voie, loin de l'ombre de l'entreprise familiale. » J'ai secoué la tête, incapable d'accepter cette explication. « Mais pourquoi une poule, Sophie ? Pourquoi pas un peu d'argent pour démarrer ma propre entreprise ? Ou même juste un conseil, une direction ?» Sophie s'est levée à son tour, me prenant doucement par les épaules pour m'arrêter dans ma marche frénétique. « François, je sais que c'est difficile à comprendre maintenant, mais je suis sûr qu'il y a plus dans cette histoire que ce qu'on voit à première vue. Ton père était un homme sage. Il devait avoir un plan. Ces paroles ont réussi à percer un peu le brouillard de ma colère et de ma déception. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tumulte de mes émotions. « Tu as peut-être raison, » ai-je admis à contre-cœur, « mais que suis-je censé faire maintenant ? Comment puis-je construire un avenir avec une poule comme seul héritage ?» Sophie m'a offert un sourire encourageant. « Nous allons trouver une solution ensemble, François. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Ces paroles m'ont réchauffé le cœur, mais n'ont pas complètement dissipé mes doutes. Nous sommes restés là, dans le parc, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, projetant des ombres longues sur les allées pavées. C'est alors que je me suis souvenu de quelque chose. « Sophie, » ai-je dit soudainement, « il y a quelque chose que je dois vérifier à la maison. » Nous sommes rentrés rapidement à la maison familiale, une belle demeure en pierre du 19e siècle qui avait toujours été le cœur de notre famille. En entrant, j'ai directement monté les escaliers vers le grenier suivi de près par Sophie. Le grenier était poussiéreux et encombré, rempli de vieux meubles et de cartons empilés jusqu'au plafond. Mais ce n'était pas ce que je cherchais. Dans un coin, couvert d'un drap blanc, se trouvait une grande toile. D'une main tremblante, j'ai retiré le drap, révélant une peinture murale que j'avais réalisée dans ma jeunesse. C'était un paysage de campagne baigné par la lumière dorée de l'aube, avec une ferme au premier plan et un coq fièrement perché sur une clôture. « C'est magnifique », murmura Sophie, les yeux écarquillés d'admiration. Je me suis tourné vers elle, une lueur d'espoir dans les yeux. C'était mon rêve quand j'étais plus jeune. Avant que je ne me laisse convaincre que mon avenir était dans l'entreprise familiale.
Sophie m'a regardé avec un mélange de compréhension et d'excitation. « Tu penses que c'est lié à ton héritage ?» J'ai hoché la tête lentement. Je commence à le croire. Peut-être que mon père essayait de me rappeler ce rêve oublié. Alors que nous contemplions la peinture, quelque chose est tombé du cadre. C'était une enveloppe jaunie par le temps, avec mon nom écrit dessus dans l'écriture familière de mon père. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une note. Les mots qui y étaient écrits allaient changer ma vie à jamais. « Mon cher François, si tu lis ceci, c'est que tu as redécouvert ton ancien rêve. La poule que je t'ai léguée n'est pas une punition, mais une opportunité. Elle est la graine d'un nouveau départ, un symbole du potentiel qui sommeille en toi. N'aie pas peur de suivre ton cœur, mon fils. Le vrai trésor n'est pas toujours là où on l'attend. Fais fleurir ton héritage et tu découvriras sa vraie valeur. Avec tout mon amour, papa. » Les larmes aux yeux, j'ai serré la lettre contre mon cœur. Soudain, tout prenait sens. Ce n'était pas une humiliation, c'était un défi, une invitation à redécouvrir ma passion et à créer quelque chose de nouveau. Je me suis tourné vers Sophie, un nouvel éclat dans les yeux. « Je sais ce que je dois faire maintenant. » Elle m'a souri, ses yeux brillants d'excitation. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je vais créer une ferme, » ai-je déclaré avec détermination. « Une ferme biologique et durable, et cette poule sera le début de tout. » Sophie m'a serré dans ses bras, son enthousiasme égalant le mien. « C'est une idée merveilleuse, François. Je serai là pour t'aider à chaque étape. » Alors que nous restions enlacés dans le grenier poussiéreux, entourés par les vestiges de mon passé et les promesses de l'avenir, j'ai senti une vague d'espoir et d'excitation monter en moi. Ce qui avait commencé comme le jour le plus sombre de ma vie s'était transformé en l'aube d'une nouvelle aventure. Peu importaient les défis qui nous attendaient, j'étais prêt à les affronter. Avec Sophie à mes côtés et le souvenir de mon père pour me guider, j'allais transformer cet héritage inattendu en quelque chose de vraiment extraordinaire. L'histoire de ma poule et de la ferme qu'elle allait inspirer ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent la lecture de la lettre de mon père furent un tourbillon d'activités et d'émotions. Sophie et moi passions nos journées à planifier, à rêver et à imaginer ce que pourrait devenir notre ferme. Nous avions décidé de l'appeler « l'Aube dorée », en hommage à la peinture murale qui avait ravivé mon ancien rêve. Notre première tâche fut de trouver un terrain approprié. Après des semaines de recherche, nous avons finalement trouvé une petite parcelle à la périphérie de notre ville. C'était loin d'être le domaine luxuriant que j'avais imaginé dans mes rêves de jeunesse, mais c'était un début. Le terrain était modeste, avec une vieille grange délabrée et quelques hectares de terre en friche, mais je pouvais voir son potentiel. Le jour où nous avons signé les papiers pour l'achat du terrain, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de peur. C'était un grand pas, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'étais pas en train de faire une énorme erreur. Sophie, comme toujours, était là pour me rassurer. « François, m'a-t-elle dit en serrant ma main, regarde autour de toi. C'est le début de quelque chose de merveilleux. Nous allons transformer cet endroit en un paradis. » J'ai hoché la tête, puisant de la force dans sa confiance. « Tu as raison, Sophie, nous allons y arriver. » Les semaines suivantes furent intenses. Nous avons commencé par nettoyer le terrain et réparer la vieille grange. C'était un travail épuisant mais gratifiant. Chaque jour, nous voyions un peu plus de progrès, et cela nourrissait notre détermination. Pendant ce temps, notre poule, que nous avions décidé d'appeler Coco, s'était installée dans un petit poulailler que nous avions construit. Elle semblait apprécier son nouveau foyer, pondant régulièrement des œufs qui étaient devenus notre petit déjeuner quotidien. Un matin, alors que je nourrissais Coco, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui s'approchait. J'ai levé les yeux pour voir Antoine, mon frère aîné, sortir de sa luxueuse berline. Son costume impeccable contrastait fortement avec mes vêtements de travail couverts de terre. « François » m'a-t-il salué d'un ton neutre. « J'ai entendu dire que tu avais acheté ce terrain. » J'ai hoché la tête, me redressant instinctivement. « C'est exact. Sophie et moi avons décidé de créer une ferme biologique. » Antoine a regardé autour de lui, son expression indéchiffrable. « Une ferme? Vraiment? Et tu penses que ça va marcher ?» J'ai senti une pointe d'irritation monter en moi. « Oui, je le pense. Nous avons un plan et nous sommes déterminés à réussir. » Mon frère a soupiré, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés. « Écoute, François, je sais que tu es déçu par l'héritage de père, mais ce n'est pas une raison pour te lancer dans un projet voué à l'échec. Pourquoi ne viendrais-tu pas travailler pour moi à l'entreprise? Je pourrais te trouver un bon poste. » Sa proposition, bien qu'elle se voulait généreuse, m'a blessé. C'était comme s'il ne croyait pas en moi,
comme s'il pensait que je n'étais pas capable de réussir par moi-même. « Non, merci », ai-je répondu fermement. « J'apprécie ton offre, Antoine, mais c'est mon projet, mon rêve. Je veux le réaliser par moi-même. » Antoine m'a regardé pendant un long moment puis a hoché la tête. « Comme tu voudras, mais n'oublie pas que mon offre reste valable si jamais tu changes d'avis. » Après son départ, je suis resté là, regardant la poussière soulevée par sa voiture se dissiper lentement. Les doutes que j'avais réussi à repousser ces dernières semaines revenaient en force. Et si Antoine avait raison? Et si tout cela n'était qu'un rêve fou? C'est alors que j'ai senti une main sur mon épaule. Sophie était là, son visage couvert de terre mais rayonnant de détermination. « Ne le laisse pas te décourager », m'a-t-elle dit doucement. « Nous savons ce que nous faisons. Nous allons réussir. » J'ai souri, reconnaissant une fois de plus pour sa présence et son soutien indéfectible. « Tu as raison. Allons-y, nous avons encore beaucoup de travail. » Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Petit à petit, notre ferme prenait forme. Nous avions planté nos premiers légumes, installé un système d'irrigation durable et même construit un petit stand pour vendre nos produits au marché local. Mais malgré nos efforts, les choses n'étaient pas faciles. Nos économies s'épuisaient rapidement et nos ventes au marché étaient loin d'être suffisantes pour couvrir nos dépenses. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis. Des plants qui ne poussaient pas comme prévu, des équipements qui tombaient en panne, des clients peu nombreux. Un soir, après une journée particulièrement difficile où une tempête avait endommagé une partie de nos cultures, Sophie et moi étions assis sur le perron de la vieille grange, épuisés et découragés. Peut-être qu'Antoine avait raison, ai-je murmuré le cœur lourd. Peut-être que tout cela n'était qu'un rêve impossible. Sophie m'a regardé, ses yeux brillants dans la lumière du crépuscule. « François, rappelle-toi pourquoi nous avons commencé tout ça. Ce n'était pas pour l'argent ou le succès immédiat. C'était pour créer quelque chose de significatif, quelque chose dont nous pourrions être fiers. » Elle a pris ma main dans la sienne. « Regarde autour de toi. Il y a quelques mois, ce n'était qu'un terrain abandonné. Maintenant, c'est une ferme en devenir. Nous avons accompli tellement en si peu de temps. » Ces paroles ont ravivé une étincelle en moi. Elle avait raison. Malgré toutes les difficultés, nous avions déjà fait tellement de chemin. « Tu as raison, ai-je dit, sentant une nouvelle détermination monter en moi. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Nous devons trouver un moyen de faire fonctionner cette ferme. » C'est alors qu'une idée m'est venue. Et si nous organisions une journée portes ouvertes? Nous pourrions inviter les gens à visiter la ferme, à goûter nos produits. Cela pourrait être une façon de nous faire connaître dans la communauté. Les yeux de Sophie se sont illuminés. C'est une excellente idée. Nous pourrions même organiser des ateliers pour montrer aux gens comment cultiver leurs propres légumes. L'excitation a commencé à remplacer notre fatigue alors que nous planifions notre événement. Nous avons passé les jours suivants à tout préparer, nettoyant la ferme de fond en comble, préparant des échantillons de nos produits et créant des affiches pour promouvoir l'événement. Le jour J est arrivé, et avec lui une foule de visiteurs curieux. À ma grande surprise, Antoine était parmi eux, accompagné de sa femme, Élise. Ils ont fait le tour de la ferme, écoutant attentivement nos explications sur nos méthodes de culture biologique. À la fin de la journée, alors que le soleil se couchait sur notre petite ferme, j'ai ressenti une immense fierté. Nous avions réussi à intéresser les gens à notre projet, à leur montrer ce que nous essayons d'accomplir. Élise s'est approchée de moi, un sourire chaleureux aux lèvres. « François, c'est vraiment impressionnant ce que vous avez réalisé ici. J'adorerais en savoir plus sur vos produits. » Son intérêt sincère m'a touché. « Merci, Élise. Je serais ravi de t'en dire plus. » Alors que je commençais à lui parler de nos légumes et de nos méthodes de culture, j'ai aperçu Antoine qui nous observait de loin. Son expression était indéchiffrable, mais pour la première fois depuis le début de cette aventure, j'ai eu l'impression qu'il me regardait différemment. Cette journée a marqué un tournant pour l'Aube dorée. Nous avions gagné la confiance et l'intérêt de la communauté locale, et cela nous a donné un nouvel élan. Malgré les défis qui nous attendaient encore, je savais maintenant que nous étions sur la bonne voie. Ce soir-là, alors que Sophie et moi contemplions notre ferme sous les étoiles, j'ai pensé à mon père et à son héritage inattendu. La poule qu'il m'avait léguée était devenue bien plus qu'un simple animal de ferme. Elle était le symbole de notre détermination, de notre capacité à transformer un rêve en réalité. L'avenir était encore incertain, mais une chose était sûre. L'aube dorée commençait enfin à briller de mille feux.
Les semaines qui suivirent notre journée portes ouvertes furent marquées par un regain d'énergie et d'espoir. L'intérêt manifesté par la communauté locale avait insufflé une nouvelle vie à notre projet. Cependant, nous étions loin d'être sortis d'affaires. Les défis financiers persistaient et chaque jour apportait son lot de nouvelles difficultés à surmonter. Un matin, alors que je nourrissais Coco et les autres poules que nous avions acquises depuis, j'ai entendu le bruit familier d'une voiture qui s'approchait. À ma grande surprise, c'était Élise, la femme d'Antoine, qui descendait d'un élégant SUV. « Bonjour François », m'a-t-elle salué avec un sourire chaleureux. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout », ai-je répondu, intrigué par sa visite inattendue. « Que puis-je faire pour toi ?» Élise a jeté un coup d'œil autour d'elle, admirant visiblement notre ferme en pleine croissance. « En fait, je suis venu pour une proposition. Depuis la journée portes ouvertes, je n'ai pas cessé de penser à vos produits. J'en ai parlé à mes amis du club de tennis, et ils sont tous très intéressés par l'idée de produits bio-locaux. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Était-ce l'opportunité que nous attendions? J'aimerais organiser un brunch pour mes amis ici, à la ferme, a continué Élise. Ce serait l'occasion parfaite pour leur faire goûter vos produits et leur montrer votre travail. Qu'en penses-tu? J'étais stupéfait. Élise, la femme de mon frère qui avait toujours semblé si lointaine et inaccessible, était là, proposant de nous aider. Ce serait merveilleux, Élise. Merci beaucoup pour cette opportunité. Elle m'a souri, visiblement ravie. Parfait. Je m'occuperai de tout organiser. Toi et Sophie, concentrez-vous sur la préparation de vos meilleurs produits. Après son départ, j'ai couru trouver Sophie pour lui annoncer la nouvelle. Elle était aussi excitée que moi. C'est exactement ce dont nous avions besoin, s'est-elle exclamée. Si nous pouvons impressionner ces gens, cela pourrait vraiment lancer notre affaire. Les jours suivants furent une frénésie de préparatifs. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour que chaque détail soit parfait. La veille du brunch, alors que nous mettions la touche finale à notre présentation, j'ai remarqué Sophie qui observait pensivement notre champ de légumes. « À quoi penses-tu » lui ai-je demandé en m'approchant. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants d'excitation. « Je pensais à l'avenir, François. Si ce brunch est un succès, nous pourrions enfin avoir les moyens de réaliser certains de nos projets, comme ce système d'aquaponie dont nous avons parlé. » J'ai hoché la tête, partageant son enthousiasme. L'aquaponie, un système qui combine l'élevage de poissons et la culture de plantes, était un rêve que nous caressons depuis longtemps. C'était une méthode durable et efficace qui correspondait parfaitement à notre vision de l'aube dorée. Le jour du brunch est enfin arrivé. Élise est apparue, suivie d'une vingtaine de personnes élégamment vêtues. J'ai senti une vague de nervosité monter en moi, mais le sourire confiant de Sophie m'a rassuré. La matinée s'est déroulée comme dans un rêve. Nos invités ont dégusté nos produits avec enthousiasme, posant des questions sur nos méthodes de culture et notre philosophie. J'ai même surpris quelques-uns d'entre eux en train de prendre des photos de Coco qui paradait fièrement dans son enclos. Vers la fin de l'événement, une femme d'une cinquantaine d'années, que j'avais entendu les autres appeler Madame Beaumont, s'est approchée de moi. « Monsieur Dupont », a-t-elle dit, « je dois avouer que j'étais sceptique quand Élise nous a parlé de votre ferme, mais ce que vous avez accompli ici est vraiment remarquable. J'aimerais passer une commande régulière pour mon restaurant. » J'ai dû me retenir de sauter de joie. Madame Beaumont était propriétaire de l'un des restaurants les plus en vue de la région. Une telle commande pourrait changer la donne pour nous. À la fin de la journée, nous avions reçu plusieurs commandes et promesses de soutien. Élise rayonnait de fierté, comme si notre succès était le sien. « Je savais que ça marcherait », m'a-t-elle dit avant de partir. « Vous faites un travail extraordinaire ici, François. Antoine devrait venir voir ça. » Sa mention d'Antoine m'a rappelé que mon frère n'était pas venu. Malgré notre succès, son absence jetait une ombre sur ma joie. Cette nuit-là, alors que Sophie et moi célébrions notre réussite, j'ai reçu un message inattendu. C'était Antoine. « J'ai entendu dire que le brunch s'est bien passé. Félicitations. Pourrions-nous parler demain ?» Le lendemain matin, j'attendais nerveusement l'arrivée d'Antoine. Quand sa voiture s'est garée devant la ferme, j'ai été surpris de le voir descendre vêtu d'un jean et d'une chemise décontractée, bien loin de ses costumes habituels. « François !» m'a-t-il salué, son ton plus chaleureux que d'habitude. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je crois que je te dois des excuses. » J'étais abasourdi. Antoine s'excuser, c'était du jamais vu. « J'ai sous-estimé ton projet », a-t-il continué. « Je pensais que c'était juste un caprice, mais je vois maintenant que c'est bien plus que ça. Tu as créé quelque chose de vraiment spécial ici. » Ces mots m'ont profondément ému.
Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que mon frère me voyait vraiment. « Merci Antoine », ai-je répondu, la gorge serrée. « Ça signifie beaucoup pour moi. » Il a hoché la tête, puis a sorti une enveloppe de sa poche. « J'ai quelque chose pour toi. C'est une lettre de papa que j'ai trouvée dans ses affaires. Je pense qu'il est temps que tu la lises. » Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe et commencé à lire « Mes chers fils, si vous lisez ceci, c'est que vous avez enfin compris le véritable sens de mon héritage. Antoine, je t'ai confié l'entreprise car je savais que tu avais les compétences pour la diriger. Mais François, je t'ai donné quelque chose de bien plus précieux, l'opportunité de créer ton propre chemin. La poule que je t'ai léguée n'était pas qu'un simple animal, elle représentait la graine d'un nouveau départ, un symbole du potentiel qui sommeillait en toi. Je savais que tu avais en toi la passion et la créativité nécessaires pour transformer cette petite graine en quelque chose de grand. Mes fils, votre force réside dans votre unité. Ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses. N'oubliez jamais que le véritable héritage que je vous laisse n'est pas matériel, mais dans les valeurs que je vous ai transmises, le travail acharné, l'intégrité et l'amour de la famille. Je suis fier de vous deux, plus que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Avec tout mon amour, papa. Les larmes aux yeux, j'ai levé le regard vers Antoine. Il semblait tout aussi ému que moi. Papa avait raison, a-t-il dit doucement. Nous sommes plus forts ensemble. François, je veux t'aider à développer l'Aube dorée, pas en tant que patron, mais en tant que frère et partenaire. Qu'en dis-tu? J'ai senti un poids énorme se lever de mes épaules. Toute la tension, toute la rivalité qui avait existé entre nous semblait se dissiper. J'en serais ravi, Antoine, ai-je répondu en lui tendant la main. Alors que nous nous serrions la main, scellant notre nouvelle alliance, j'ai ressenti une profonde gratitude envers notre père. Son héritage apparemment modeste avait non seulement donné naissance à l'Aube dorée, mais il avait aussi réuni notre famille d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce jour-là marqua un nouveau chapitre pour l'Aube dorée. Avec le soutien d'Antoine, l'enthousiasme d'Élise et la détermination de Sophie et moi, notre petite ferme était sur le point de se transformer en quelque chose de vraiment extraordinaire. L'avenir s'annonçait plus brillant que jamais, et j'étais impatient de voir ce que le destin nous réservait. Les mois qui suivirent la réconciliation avec Antoine furent une période de croissance exponentielle pour l'Aube dorée. Avec le soutien financier et les conseils avisés de mon frère, nous avons pu mettre en œuvre de nombreux projets qui n'étaient auparavant que des rêves lointains. Notre système d'aquaponie, longtemps resté à l'état de croquis sur un bout de papier, prit enfin forme. C'était fascinant de voir les poissons et les plantes coexister dans une symbiose parfaite, chacun nourrissant l'autre dans un cycle naturel et durable. Cette innovation attira l'attention de plusieurs médias locaux, ce qui nous valut un reportage dans le journal régional. Un matin, alors que je surveillais la croissance de nos nouvelles cultures, Sophie est venue me rejoindre, un grand sourire aux lèvres et une tablette à la main. « François, tu ne vas pas croire ça !» s'est-elle exclamée. « Regarde ce que je viens de recevoir. » Elle m'a tendu la tablette sur laquelle s'affichait un email d'une célèbre émission de télévision nationale consacrée à l'agriculture et à l'environnement. « Ils veulent te faire un reportage sur nous ?» ai-je demandé incrédule. Sophie a hoché la tête avec enthousiasme. « Oui, ils sont particulièrement intéressés par notre système d'aquaponie et notre approche globale de l'agriculture durable. C'est une opportunité incroyable pour nous faire connaître à l'échelle nationale. » J'étais à la fois excité et nerveux à l'idée de cette exposition médiatique. « C'est fantastique, Sophie. Mais sommes-nous vraiment prêts pour ça ?» Elle m'a pris la main, son regard plein de confiance. « Nous sommes plus que prêts, François. Regarde tout ce que nous avons accompli. C'est le moment de partager notre vision avec le monde. » Les jours précédant le tournage furent un tourbillon de préparatifs. Nous avons passé des heures à peaufiner chaque détail de la ferme, à répéter nos explications sur nos méthodes de culture et notre philosophie. Même Coco, notre fidèle poule, semblait sentir l'importance de l'événement, paradant fièrement dans son enclos fraîchement nettoyé. Le jour J, l'équipe de tournage est arrivée tôt le matin. L'équipe. Les caméras, les micros et les projecteurs ont envahi notre paisible ferme, transformant l'Aube dorée en un véritable plateau de télévision. Alors que nous nous préparions pour la première prise, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était Antoine, venu nous soutenir pour cette journée importante. « Tu vas être formidable, petit frère », m'a-t-il encouragé. « Montre-leur la passion qui t'anime. » Ces paroles m'ont donné le courage dont j'avais besoin.
Face à la caméra, j'ai parlé avec enthousiasme de notre projet, de nos méthodes de culture biologique, de notre système d'aquaponie innovant. Sophie, à mes côtés, a brillamment expliqué notre vision d'une agriculture respectueuse de l'environnement et en harmonie avec la nature. Le point culminant du reportage fut sans conteste le moment où Coco est devenue la star de l'émission. Alors que je racontais comment elle était à l'origine de toute cette aventure, elle s'est mise à caqueter joyeusement, comme pour approuver mes paroles. L'équipe de tournage était ravie, capturant ce moment de spontanéité qui, j'en étais sûr, toucherait les téléspectateurs. À la fin de la journée, épuisés mais satisfaits, nous avons regardé l'équipe de tournage partir. Le réalisateur nous a assuré que le reportage serait diffusé dans les semaines à venir et qu'il nous tiendrait informés de la date exacte. « Vous avez été incroyable », nous a félicité Antoine. « Papa serait tellement fier de vous voir. » Ces mots m'ont ému profondément. Je me suis tourné vers Sophie, qui avait les larmes aux yeux. Nous avions parcouru un long chemin depuis ce jour où j'avais hérité d'une simple poule. Les semaines qui suivirent la diffusion du reportage furent un véritable tourbillon. Du jour au lendemain, l'Aube dorée était devenue une sensation nationale. Les commandes affluaient de partout, dépassant largement notre capacité de production. Notre boîte mail débordait de demandes de visites, d'interviews et même de propositions de partenariat. Ce succès soudain, bien que gratifiant, apportait son lot de défis. Nous nous sommes vite retrouvés submergés, travaillant de l'aube au crépuscule pour tenter de répondre à la demande croissante. Les nuits étaient courtes et les journées semblaient ne jamais finir. Un soir, alors que nous travaillions encore tard dans la grange, Sophie s'est effondrée sur une botte de foin, l'air épuisé. « François », a-t-elle dit doucement, « je pense que nous devons parler. » Je me suis assis à côté d'elle, sentant la fatigue peser lourdement sur mes épaules. « Qu'y a-t-il, Sophie ?» Elle a pris une profonde inspiration. « Je suis heureuse de notre succès, vraiment. Mais j'ai l'impression que nous sommes en train de perdre quelque chose d'important dans cette course effrénée. » J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas tout à fait où elle voulait en venir. « Que veux-tu dire ?»« Regarde-nous, » a-t-elle continué. « Nous travaillons sans relâche. Nous n'avons plus de temps pour nous, pour profiter de ce que nous avons créé. Ce n'est pas pour ça que nous avons commencé tout ça, n'est-ce pas ?» Ces paroles m'ont frappé de plein fouet. Elle avait raison. Dans notre quête de croissance et de succès, nous avions perdu de vue notre vision initiale, celle d'une vie en harmonie avec la nature. « Tu as raison », ai-je admis. Nous nous sommes laissés emporter par le tourbillon du succès, mais que pouvons-nous faire? Nous ne pouvons pas simplement ignorer toutes ces commandes, ces gens qui croient en nous. Sophie m'a pris la main, son regard plein de détermination. Non, nous ne pouvons pas les ignorer, mais nous pouvons trouver un meilleur équilibre. Peut-être devrions-nous envisager d'embaucher du personnel, de déléguer certaines tâches. Nous pourrions même former d'autres agriculteurs à nos méthodes, créer une sorte de réseau de fermes durables. L'idée m'a instantanément séduit. Non seulement cela nous permettrait de gérer notre croissance de manière plus durable, mais cela correspondrait également à notre vision de partager nos connaissances et de promouvoir une agriculture plus respectueuse de l'environnement. « C'est brillant, Sophie », ai-je dit avec enthousiasme. Nous pourrions organiser des ateliers de formation, créer un programme de mentorat pour les agriculteurs intéressés par l'agriculture biologique et l'aquaponie. Alors que nous discutions de cette nouvelle direction pour l'Aube dorée, j'ai senti un regain d'énergie et d'excitation. Nous avions trouvé un moyen de grandir tout en restant fidèles à nos valeurs. Le lendemain, nous avons partagé notre idée avec Antoine. Il a immédiatement vu le potentiel de ce projet. « C'est exactement ce dont l'industrie agricole a besoin », a-t-il approuvé. « Je peux vous aider à structurer ce programme de formation et à le promouvoir auprès de mon réseau d'affaires. » Avec l'aide d'Antoine, nous avons commencé à mettre en place notre programme de formation. Nous avons embauché quelques employés pour nous aider dans les tâches quotidiennes de la ferme, ce qui nous a permis de nous concentrer sur le développement de notre nouveau projet. Les premiers ateliers que nous avons organisés ont connu un succès immédiat. Des agriculteurs de toute la région sont venus pour apprendre nos méthodes, fascinés par notre approche de l'agriculture durable. Voir leur enthousiasme et leur désir d'adopter des pratiques plus écologiques était incroyablement gratifiant. Un jour, alors que je guidais un groupe de stagiaires à travers notre système d'aquaponie, j'ai aperçu Coco, qui nous observait depuis son enclos. J'ai souri, me rappelant comment tout avait commencé avec cette simple poule. Elle était devenue bien plus qu'un simple animal de ferme. Elle était le symbole de notre voyage, de notre croissance,
de notre capacité à transformer un héritage inattendu en quelque chose de véritablement extraordinaire. Ce soir-là, alors que Sophie et moi nous promenions main dans la main à travers les champs de l'Aube dorée, regardant le soleil se coucher sur notre ferme en pleine expansion, j'ai ressenti une profonde satisfaction. Nous avions trouvé un équilibre, une façon de grandir tout en restant fidèles à nous-mêmes et à notre vision. L'avenir s'annonçait prometteur, rempli de nouveaux défis et d'opportunités passionnantes. Mais quoi qu'il arrive, je savais que tant que nous resterions fidèles à nos valeurs et que nous continuerions à travailler ensemble, Sophie, Antoine et moi, nous pourrions surmonter tous les obstacles qui se dresseraient sur notre chemin. L'Aube dorée n'était plus seulement notre ferme. Elle était devenue un mouvement, une source d'inspiration pour tous ceux qui rêvaient d'un avenir plus vert et plus durable. Et ce n'était que le début de notre aventure. L'été touchait à sa fin, et l'Aube dorée était en pleine effervescence. Notre programme de formation attirait des agriculteurs de toute la France et même de l'étranger. Sophie et moi passions nos journées à partager nos connaissances, à guider les novices à travers les subtilités de l'agriculture biologique et de l'aquaponie. C'était un travail épuisant, mais profondément gratifiant. Un matin, alors que je préparais le matériel pour notre prochain atelier, j'ai remarqué un groupe de personnes en costume qui s'approchèrent de la ferme. À leur tête, un homme d'une 50aine d'années, au visage sévère et au regard perçant. « Bonjour », ai-je dit en m'avançant vers eux. « Puis-je vous aider ?» L'homme m'a tendu une carte de visite. « Monsieur Dupont, je suis Jean-Luc Mercier, PDG d'Agrofutur. Nous aimerions discuter avec vous d'une opportunité intéressante. » Le nom d'Agrofutur m'était vaguement familier. C'était une grande entreprise agrochimique, connue pour ses méthodes controversées et son approche intensive de l'agriculture. « Bien sûr », ai-je répondu, méfiant mais curieux. « Entrons dans mon bureau. » Une fois installé, M. Mercier est allé droit au but. « Monsieur Dupont, Agrofutur est impressionné par ce que vous avez accompli ici. Nous pensons que vos méthodes pourraient être bénéfiques pour notre entreprise. Nous aimerions acheter l'Aube dorée. » J'ai cru avoir mal entendu. « Acheter l'Aube dorée, mais ce n'est pas à vendre. » M. Mercier a souri, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Allons, Monsieur Dupont, tout est à vendre pour le bon prix. Nous sommes prêts à vous faire une offre très généreuse. » Il a sorti un chèque de sa poche et l'a posé sur la table. Le montant m'a coupé le souffle. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. « Pensez-y, » a-t-il continué. « Avec cet argent, vous pourriez prendre votre retraite, vivre confortablement. Nous nous occuperions de tout ici. » J'ai secoué la tête, retrouvant mes esprits. « Je suis désolé, Monsieur Mercier, mais l'Aube dorée n'est pas qu'une simple entreprise pour moi. C'est un rêve, un héritage. Ce n'est pas à vendre, à aucun prix. » Le visage de M. Mercier s'est durci. « Je vois, c'est regrettable. J'espère que vous ne regretterez pas cette décision, Monsieur Dupont. » Après leur départ, j'ai immédiatement appelé Sophie et Antoine pour les informer de cette étrange visite. Ils étaient aussi perplexes et inquiets que moi. « Pourquoi Agrofutur s'intéresserait-il soudainement à nous ?» a demandé Sophie. Antoine, qui connaissait bien le monde des affaires, avait l'air préoccupé. « Ce n'est pas bon signe. Agrofutur est connu pour ses tactiques agressives. Ils ne vont pas abandonner facilement. » Ces paroles se sont avérées prophétiques. Dans les semaines qui suivirent, une série d'événements étranges commença à se produire. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la ville, suggérant que nos méthodes de culture n'étaient pas aussi écologiques que nous le prétendions. Des articles négatifs apparurent dans la presse locale, remettant en question l'efficacité de notre système d'aquaponie. Puis un matin, nous avons découvert que notre système d'irrigation avait été saboté pendant la nuit, menaçant une grande partie de nos cultures. C'était un coup dur, mais grâce à l'aide de nos employés et des stagiaires, nous avons réussi à réparer les dégâts avant qu'ils ne deviennent irréversibles. La situation a atteint son paroxysme lorsqu'un inspecteur de la santé est arrivé à l'improviste, affirmant avoir reçu des plaintes concernant nos pratiques. Bien que nous n'ayons rien à cacher, cette inspection surprise a semé le doute parmi certains de nos clients et partenaires. Un soir, alors que Sophie et moi discutions de ces événements troublants, Antoine est arrivé, l'air grave. « J'ai fait quelques recherches », a-t-il annoncé. « Agrofutur prévoit de construire un énorme complexe agrochimique dans la région. Ils ont besoin de terre, beaucoup de terre. Et devinez où se trouve le site idéal pour leur projet ? » Mon cœur s'est serré. Ici, l'Aube dorée. Antoine a hoché la tête. Exactement.
Ils veulent notre terre et ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Sophie s'est levée brusquement. Nous ne pouvons pas les laisser faire. L'Aube dorée représente tellement plus qu'un simple terrain. C'est un symbole d'espoir pour une agriculture durable. J'ai pris sa main dans la mienne, sentant sa détermination renforcer la mienne. Tu as raison, Sophie. Nous allons nous battre. Les jours suivants furent intenses. Nous avons commencé par organiser une réunion avec tous nos employés, stagiaires et partenaires locaux pour leur expliquer la situation. À notre grande surprise et soulagement, leur soutien fut unanime. L'Aube dorée nous a montré une nouvelle façon de faire de l'agriculture, a déclaré l'un de nos stagiaires. Nous ne laisserons pas une grande entreprise détruire tout ça. Encouragés par ce soutien, nous avons lancé une campagne médiatique pour contrer les rumeurs et les fausses accusations. Antoine a utilisé ses contacts dans le monde des affaires pour attirer l'attention sur les pratiques douteuses d'Agrofutur. Pendant ce temps, Sophie a eu l'idée brillante d'organiser une journée portes ouvertes spéciale. Nous avons invité la presse, les politiciens locaux et le grand public à venir voir par eux-mêmes ce que nous faisions à l'Aube dorée. Le jour de l'événement, nous avons été submergés par l'afflux de visiteurs. Des centaines de personnes sont venues, curieuses de découvrir la vérité derrière les rumeurs. Nous les avons guidés à travers la ferme, expliquant en détail nos méthodes de culture, notre système d'aquaponie et notre vision d'une agriculture durable. L'un des moments les plus touchants fut lorsque plusieurs agriculteurs locaux qui avaient suivi notre programme de formation ont pris la parole pour partager comment l'Aube dorée avait transformé leur approche de l'agriculture. Grâce à François et Sophie, a déclaré l'un d'eux, j'ai pu sauver ma ferme familiale de la faillite. Leurs méthodes m'ont permis de cultiver de manière plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. À la fin de la journée, l'opinion publique avait clairement basculé en notre faveur. Les médias locaux, qui avaient été sceptiques au début, publiaient maintenant des articles élogieux sur notre travail. Cependant, Agrofutur n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours après notre journée portes ouvertes, nous avons reçu une lettre nous informant qu'ils entamaient une procédure judiciaire pour contester la légalité de notre utilisation des terres. C'était un coup dur, mais nous étions déterminés à ne pas abandonner. Antoine a immédiatement contacté les meilleurs avocats qu'il connaissait, pendant que Sophie et moi avons redoublé d'efforts pour documenter chaque aspect de notre travail, prouvant que nous respections toutes les réglementations en vigueur. La bataille juridique qui s'ensuivit fut longue et éprouvante. Pendant des mois, nous avons dû jongler entre la gestion quotidienne de la ferme, les audiences au tribunal et les innombrables réunions avec nos avocats. Il y eut des moments de doute, des nuits blanches où je me demandais si nous avions fait le bon choix en refusant l'offre d'Agrofutur. Mais chaque matin, en voyant le soleil se lever sur l'Aube dorée, en entendant le chant de coco et le bourdonnement de la vie dans notre ferme, je savais que nous nous battions pour quelque chose qui en valait la peine. Le soutien de la communauté ne faiblissait pas. Des agriculteurs, des environnementalistes et même des politiciens locaux se sont ralliés à notre cause. Notre lutte était devenue un symbole de la résistance contre l'agriculture industrielle et la préservation des pratiques agricoles durables. Finalement, après ce qui semblait être une éternité, le jour du verdict est arrivé. Le tribunal était bondé, rempli de supporters, de journalistes et de curieux. Lorsque le juge a commencé à lire sa décision, j'ai serré fort la main de Sophie, retenant mon souffle. Après examen attentif de toutes les preuves présentées, a déclaré le juge, ce tribunal conclut que l'Aube dorée opère en parfaite conformité avec toutes les lois et réglementations en vigueur. De plus, compte tenu de l'importance de ce projet pour la communauté locale et pour l'avancement de pratiques agricoles durables, nous rejetons la demande d'Agrofutur et confirmons le droit de l'Aube dorée à poursuivre ses activités sur ces terres. La salle d'audience a explosé en applaudissements. Sophie s'est jetée dans mes bras, des larmes de joie coulant sur ses joues. Antoine nous a rejoints, un large sourire sur son visage habituellement sérieux. En sortant du tribunal, nous avons été accueillis par une foule en liesse, des agriculteurs, des étudiants, des membres de la communauté. Tous étaient là pour célébrer notre victoire. Cette bataille avait été difficile, mais elle nous avait aussi rendus plus forts. Elle avait prouvé que l'Aube dorée était bien plus qu'une simple ferme. C'était un mouvement, une vision d'un avenir meilleur et plus durable. Alors que nous rentrions à la ferme ce soir-là, épuisés mais euphoriques, j'ai repensé à tout le chemin parcouru depuis que j'avais hérité de cette simple poule. Qui aurait pu imaginer que ce modeste héritage nous mènerait ici, à la tête d'un projet qui inspirait tant de gens
et qui changeait véritablement les choses. L'avenir s'annonçait brillant pour l'Aube dorée. Nous avions surmonté notre plus grand défi à ce jour, et nous en étions sortis plus forts et plus déterminés que jamais. Avec Sophie à mes côtés, Antoine comme allié précieux et le soutien de toute une communauté, je savais que nous pouvions accomplir n'importe quoi. Alors que le soleil se couchait sur notre ferme bien-aimée, j'ai ressenti une profonde gratitude. Pour mon père et son héritage inattendu, pour Sophie et son amour indéfectible, pour Antoine et sa loyauté retrouvée, et pour tous ceux qui avaient cru en notre rêve. L'Aube dorée continuerait à briller, un phare d'espoir pour un avenir plus vert et plus durable. Et ce n'était que le début de notre aventure. Les mois qui suivirent notre victoire contre Agrofutur furent une période de renouveau et d'expansion pour l'Aube dorée. Notre lutte avait attiré l'attention nationale, faisant de notre petite ferme un symbole de résistance et d'innovation dans le monde agricole. Un matin ensoleillé alors que je nourrissais Coco et ses compagnes, j'ai entendu le bruit familier de la voiture d'Antoine qui s'approchait. Il est descendu, un large sourire aux lèvres, agitant un journal. « François, tu ne vas pas croire ça !» s'est-il exclamé en me tendant le journal. « Regarde la une !» Mes yeux se sont écarquillés en voyant le gros titre « L'Aube dorée, le modèle agricole de demain ». L'article détaillait notre combat contre Agrofutur et présentait notre approche de l'agriculture durable comme une solution potentielle aux défis environnementaux et alimentaires du pays. Sophie nous a rejoints, lisant par-dessus mon épaule. « C'est incroyable », a-t-elle murmuré. Mais avec cette exposition vient une grande responsabilité. Elle avait raison, bien sûr. Nous étions désormais sous les projecteurs et chacune de nos actions serait scrutée. Mais c'était aussi une opportunité unique de propager notre message à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée. Dans les semaines qui suivirent, nous avons été inondés de demandes d'interviews, de visites et de partenariats. Des agriculteurs de tout le pays, et même de l'étranger, nous contactaient pour en apprendre davantage sur nos méthodes. Un jour, alors que nous discutions de la façon de gérer cet afflux d'intérêts, Antoine a eu une idée brillante. « Et si nous organisions un grand symposium sur l'agriculture durable ?» a-t-il proposé. Nous pourrions inviter des experts, des agriculteurs, des environnementalistes, des politiciens. Ce serait l'occasion parfaite de partager nos connaissances et de créer un véritable mouvement. L'idée nous a immédiatement séduits. C'était ambitieux, certes, mais c'était exactement ce dont nous avions besoin pour capitaliser sur l'attention que nous recevions. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs. Nous avons transformé une partie de nos champs en un vaste espace d'exposition en plein air. Des tentes ont été dressées pour accueillir des conférences et des ateliers. Nous avons même construit un amphithéâtre naturel pour les grandes présentations. Pendant ce temps, Sophie coordonnait le programme, invitant des intervenants de renom et organisant des sessions sur tous les aspects de l'agriculture durable, de la permaculture à l'agroforesterie en passant par les énergies renouvelables. Le jour de l'ouverture du symposium, baptisé Semences d'avenir, est enfin arrivé. Dès l'aube, des centaines de personnes ont commencé à affluer vers l'Aube dorée. Des agriculteurs en salopette côtoyaient des chercheurs en blouse blanche et des hommes d'affaires en costume. Debout sur la scène de notre amphithéâtre naturel, face à cette foule diverse et enthousiaste, j'ai senti une vague d'émotions me submerger. Je me suis souvenu de ce jour, il y a des années, où j'avais hérité d'une simple poule. Qui aurait pu imaginer que ce modeste début nous mènerait ici? Bienvenue à tous à Semences d'avenir, ai-je commencé, ma voix portée par les haut-parleurs. Il y a quelques années, l'Aube dorée n'était qu'un rêve, né d'un héritage inattendu et d'une vision d'une agriculture en harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour partager ce rêve et le faire grandir ensemble. Les 5 jours du symposium passèrent comme dans un rêve. Les conférences et les ateliers étaient bondés. Les discussions animées se poursuivaient bien après la fin des sessions officielles. Des idées nouvelles germaient à chaque coin de la ferme. Des collaborations inattendues se formaient. L'un des moments les plus mémorables fut lorsqu'un groupe d'agriculteurs traditionnels, initialement sceptiques, est venu nous voir après avoir assisté à une démonstration de notre système d'aquaponie. Nous pensions que tout ça n'était que des belles paroles, nous a dit l'un d'eux, les yeux brillants d'excitation. Mais ce que vous faites ici, c'est l'avenir. Nous voulons apprendre, nous voulons faire partie de ce mouvement. Le dernier jour du symposium, alors que le soleil se couchait sur l'Aube dorée, nous avons organisé une grande fête de clôture. Des tables chargées de produits de notre ferme et d'autres producteurs locaux s'étendaient à perte de vue.
La musique et les rires emplissaient l'air du soir. C'est à ce moment-là qu'Antoine m'a pris à part, un air sérieux sur le visage. « François, a-t-il dit, je dois te dire quelque chose. J'ai pris une décision importante. » Mon cœur s'est serré, craignant une mauvaise nouvelle. Mais le sourire qui a illuminé le visage de mon frère m'a rassuré. « J'ai décidé de transformer complètement le groupe Zarath, a-t-il annoncé. Nous allons abandonner progressivement toutes nos activités non durables pour nous concentrer sur le soutien à l'agriculture biologique et aux pratiques écologiques. Et je veux que l'Aube dorée soit au cœur de cette transformation. » J'étais stupéfait. Le groupe Zarath était une entreprise énorme avec des décennies d'histoire dans l'agriculture conventionnelle. Une telle transformation serait un défi immense. « Tu es sûr de toi ?» ai-je demandé. « C'est un changement radical. » Antoine a hoché la tête avec détermination. « Plus que jamais, ce symposium m'a ouvert les yeux. L'avenir est dans ce que nous faisons ici, François. Et je veux que le groupe Zarath fasse partie de cet avenir. Nous nous sommes étreints, émus par ce moment de communion fraternelle et de vision partagée. Le lendemain, alors que les derniers participants quittèrent la ferme, Sophie, Antoine et moi nous sommes réunis pour faire le bilan du symposium et discuter de l'avenir. « Ce n'est que le début », a déclaré Sophie avec enthousiasme. « Nous avons créé quelque chose d'extraordinaire ici, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. » Elle avait raison, bien sûr. Le symposium avait été un succès, au-delà de nos espérances, mais il avait aussi révélé l'ampleur du travail qui restait à faire. « J'ai une idée », ai-je dit, sentant l'excitation monter en moi. « Et si nous transformions l'Aube dorée en un centre de recherche et de formation permanent sur l'agriculture durable ?» Les yeux d'Antoine se sont illuminés. « C'est brillant. Nous pourrions utiliser les ressources du groupe Zarath pour financer la recherche, développer de nouvelles technologies et former la prochaine génération d'agriculteurs durables », a ajouté Sophie. « Nous pourrions créer un véritable campus vert avec des programmes d'études, des stages. » L'idée a rapidement pris forme. Nous avons passé les heures suivantes à ébaucher des plans, à imaginer ce que pourrait devenir l'Aube dorée. Dans les mois qui suivirent, notre vision est devenue réalité. Avec le soutien financier et logistique du groupe Zarath, nous avons commencé à transformer l'Aube dorée en un véritable centre d'excellence en agriculture durable. De nouveaux bâtiments écologiques ont vu le jour, abritant des laboratoires de recherche à la pointe de la technologie et des salles de classe modernes. Nous avons étendu nos champs expérimentaux, créant des zones dédiées à différentes méthodes d'agriculture durable. Notre programme de formation s'est développé pour inclure des cursus complets, allant de cours intensifs de quelques semaines à des programmes de master en partenariat avec des universités renommées. Mais au milieu de toute cette croissance et cette transformation, nous n'avons jamais perdu de vue nos racines. Coco et ses descendants occupèrent toujours une place d'honneur dans la ferme, rappel vivant de nos humbles débuts. 1 an après le symposium, alors que je me tenais sur une colline surplombant l'Aube dorée, j'ai été frappé par l'ampleur de ce que nous avions accompli. La ferme s'étendait désormais à perte de vue, un patchwork de champs verdoyants, de serres high-tech et de bâtiments écologiques. Des étudiants de tous âges et de tous horizons se promenaient dans les allées, absorbés dans leurs discussions. Des chercheurs travaillaient dans les laboratoires, développant de nouvelles techniques pour améliorer les rendements tout en préservant l'environnement. Sophie m'a rejoint, glissant sa main dans la mienne. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit doucement. « Parfois, j'ai du mal à croire que tout a commencé avec une seule poule. » J'ai souri, serrant sa main. « C'est vrai, mais ce n'était pas n'importe quelle poule. C'était le début d'un rêve, le symbole d'un héritage qui allait bien au-delà de sa valeur apparente. Alors que nous contemplions le fruit de notre travail, j'ai ressenti une profonde gratitude envers mon père, pour sa sagesse et sa vision, envers Sophie, pour son amour et son soutien indéfectible, envers Antoine, pour avoir cru en notre rêve et nous avoir aidés à le réaliser à une échelle que nous n'aurions jamais imaginée. L'Aube dorée était devenue bien plus qu'une simple ferme. C'était un phare d'espoir, un catalyseur de changement, un lieu où les rêves d'un avenir plus durable prenaient racine et s'épanouissaient, et ce n'était que le début. Avec chaque nouvelle graine plantée, chaque nouvel étudiant formé, chaque nouvelle découverte réalisée, nous continuions à écrire l'histoire de l'Aube dorée, une histoire de transformation, d'innovation et d'espoir pour l'avenir de notre planète. 5 ans s'étaient écoulés depuis la transformation de l'Aube dorée en centre de recherche et de formation. Notre petite ferme était devenue un véritable phare de l'agriculture durable, attirant des étudiants,
des chercheurs et des visiteurs du monde entier. Un matin d'automne, alors que je traversais le campus verdoyant, je fus interpellé par une voix familière. « Papa! Papa !» Je me suis retourné pour voir ma fille de 4 ans, Léa, courir vers moi, ses boucles blondes volant au vent. Sophie la suivait, un sourire aux lèvres. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Léa en me tendant un œuf fraîchement pondu. J'ai pris l'œuf avec précaution, sentant sa chaleur dans ma paume. « C'est merveilleux, ma chérie. Tu l'as trouvée toute seule ?» Léa hocha la tête avec fierté. « Oui, Coco Junior me l'a donnée. » J'ai échangé un regard ému avec Sophie. Coco Junior était l'arrière-petite-fille de notre Coco original, devenue la mascotte de l'Aube dorée. Il était touchant de voir comment l'héritage de cette simple poule continuait à se transmettre, même à la génération suivante. Nous avons été interrompus par l'arrivée d'Antoine, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas. « François, Sophie », nous salua Antoine, « je vous présente le docteur Takashi Yamamoto de l'Université de Tokyo. Il est ici pour discuter d'un projet passionnant. » Le docteur Yamamoto s'inclina légèrement. « C'est un honneur de vous rencontrer. Votre travail à l'Aube dorée est une source d'inspiration pour nous tous au Japon. » Nous avons invité le docteur Yamamoto dans notre bureau pour discuter. Il nous a expliqué qu'il dirigeait un projet ambitieux visant à revitaliser les zones rurales du Japon en utilisant des méthodes d'agriculture durable. « Nous aimerions établir un partenariat avec l'Aube dorée, » a-t-il proposé. « Imaginez un échange de connaissances, de technologies, peut-être même d'étudiants et de chercheurs. » L'idée était excitante, mais aussi un peu intimidante. Étendre notre influence au-delà des frontières de la France semblait un grand pas. « C'est une proposition intéressante, » ai-je dit prudemment. « Mais comment pourrions-nous nous assurer que nos méthodes s'adapteraient bien au contexte japonais ?» Le docteur Yamamoto a souri. « C'est exactement pour cela que nous avons besoin de votre expertise. Nous pourrions commencer par un projet pilote, en adaptant vos techniques à une petite ferme près de Tokyo. » Après le départ du docteur Yamamoto, Sophie, Antoine et moi avons longuement discuté de cette opportunité. « C'est risqué, » a admis Antoine, « mais le potentiel est énorme. Pensez à l'impact que nous pourrions avoir à l'échelle mondiale. » Sophie acquiesça. « Et ce n'est pas seulement une question d'expansion, c'est une chance d'apprendre, de grandir, de voir comment nos idées peuvent s'adapter à différentes cultures et environnements. » Leur enthousiasme était contagieux. Je repensais à ce jour lointain où j'avais hérité d'une simple poule et à quel point ce modeste début nous avait menés loin. Peut-être était-il temps de faire un nouveau bond en avant. « D'accord, ai-je dit finalement. Faisons-le, mais faisons-le bien. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe du docteur Yamamoto, échangeant des idées, adaptant nos techniques aux conditions locales japonaises. Un petit groupe de nos meilleurs étudiants et chercheurs a été sélectionné pour partir au Japon et aider à mettre en place le projet pilote. En retour, nous avons accueilli des agriculteurs et des scientifiques japonais à l'Aube dorée pour une formation intensive. Le jour du départ de notre équipe pour le Japon, toute la communauté de l'Aube dorée s'est réunie pour leur dire au revoir. C'était un moment à la fois excitant et émouvant. « N'oubliez pas, ai-je dit à l'équipe avant leur départ, vous n'allez pas là-bas juste pour enseigner, mais aussi pour apprendre. Chaque culture, chaque terre a sa propre sagesse à offrir. » Alors que nous les regardions partir, j'ai senti Sophie serrer ma main. « C'est incroyable, n'est-ce pas ?» a-t-elle murmuré. Voir nos idées voyager si loin, j'ai hoché la tête ému. Oui, c'est comme si une partie de nous partait avec eux. Les mois suivants ont été une période d'apprentissage intense. Chaque semaine apportait de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Nous avons dû adapter nos techniques au sol volcanique du Japon, intégrer des méthodes traditionnelles japonaises à notre approche et même repenser certains de nos systèmes pour qu'ils fonctionnent dans des espaces plus restreints. Mais les résultats ont dépassé nos espérances. Le projet pilote au Japon a rapidement attiré l'attention des médias locaux et du gouvernement. Des agriculteurs de tout le pays venaient visiter la ferme, émerveillés par la façon dont des techniques françaises et japonaises avaient été fusionnées pour créer quelque chose d'unique et d'efficace. 1 an après le début du projet, le docteur Yamamoto nous a invités, Sophie et moi, à venir voir les résultats par nous-mêmes. Le voyage au Japon a été une révélation. Voir nos idées prendre vie dans un contexte si différent était à la fois étrange et merveilleux. La ferme pilote était un mélange fascinant de technologies modernes et de traditions séculaires, nos systèmes d'aquaponie côtoyant des jardins zen,
soigneusement entretenue. Lors d'une cérémonie officielle, un vieux fermier local s'est approché de moi, les larmes aux yeux. « Grâce à vous, m'a-t-il dit par l'intermédiaire d'un interprète, j'ai pu transmettre ma ferme à mon petit-fils. Avant, il voulait partir travailler en ville. Maintenant, il est fier d'être agriculteur. » Ces mots m'ont profondément touché. C'était la preuve que notre travail avait un impact réel sur la vie des gens, au-delà des chiffres et des statistiques. De retour en France, galvanisés par le succès du projet japonais, nous avons commencé à recevoir des demandes de partenariat du monde entier. Des pays d'Afrique souhaitaient adapter nos techniques pour lutter contre la désertification. Des nations insulaires du Pacifique étaient intéressées par nos méthodes d'agriculture durable pour faire face à la montée des eaux. Même des pays développés comme les États-Unis et l'Allemagne voulaient collaborer pour améliorer leurs pratiques agricoles. Face à cet afflux d'opportunités, nous avons dû prendre une décision importante. Comment pouvions-nous répondre à cette demande mondiale sans perdre de vue notre mission originale? Après de longues discussions, nous avons décidé de créer la Fondation L'Aube Dorée, une organisation à but non lucratif dédiée à la promotion et à l'adaptation de l'agriculture durable dans le monde entier. Antoine a joué un rôle crucial dans la mise en place de cette fondation, utilisant son expertise en gestion pour créer une structure capable de gérer des projets à l'échelle mondiale. C'est l'occasion de vraiment changer les choses, nous a-t-il dit lors de la réunion de lancement. Nous pouvons transformer l'agriculture mondiale, un projet à la fois. La création de la fondation a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'Aube Dorée. Nous sommes passés d'une simple ferme à un mouvement mondial pour l'agriculture durable. Bien sûr, cette croissance rapide n'était pas sans défi. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur, inquiet de l'ampleur que prenait notre projet. Étions-nous en train de nous éloigner de nos racines? Pouvions-nous vraiment faire une différence à une telle échelle? C'est lors d'un de ces moments de doute que Sophie m'a rappelé quelque chose d'important. « François, m'a-t-elle dit doucement, rappelle-toi pourquoi nous avons commencé tout ça. Ce n'était pas pour devenir grand ou célèbre. C'était pour faire une différence, pour laisser le monde un peu meilleur que nous l'avions trouvé. Et c'est exactement ce que nous faisons. » Ces paroles m'ont ramené à l'essentiel. Malgré tous les changements, malgré notre croissance exponentielle, le cœur de l'Aube Dorée restait le même. Une vision d'un monde où l'agriculture travaille en harmonie avec la nature, nourrissant à la fois les gens et la planète. Un soir, alors que je me promenais dans les champs de l'Aube Dorée avec Léa, nous nous sommes arrêtés près du poulailler. Coco Junior et ses compagnes picoraient paisiblement, ignorant l'agitation du monde au-delà de leur enclos. « Papa, m'a demandé Léa, pourquoi on garde toujours des poules ici? On n'a pas besoin de robots ou de quelque chose de plus moderne. » J'ai souri, touché par sa question innocente mais profonde. « Tu vois, ma chérie, ai-je répondu en m'accroupissant à sa hauteur. Ces poules sont bien plus qu'un simple outil de production. Elles sont un rappel de nos origines, de la simplicité et de la beauté de la nature. Cela nous rappelle que même les choses les plus simples peuvent avoir un impact énorme si on leur donne la chance de s'épanouir. » Léa a hoché la tête, semblant comprendre malgré son jeune âge. « Comme la poule que tu as eue de grand-père ?»« Exactement. » ai-je répondu, ému par sa perspicacité. Cette poule était le début de tout ça. Elle nous rappelle que chaque grand voyage commence par un petit pas. Alors que nous rentrions à la maison main dans la main, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'incroyable voyage que nous avions entrepris. D'une simple poule à un mouvement mondial, l'Aube Dorée avait grandi au-delà de mes rêves les plus fous. Mais au cœur de tout cela, notre mission restait la même. Cultiver l'espoir, nourrir l'avenir, et prouver que même le plus modeste des héritages peut, avec de l'amour et de la détermination, se transformer en quelque chose qui change le monde. L'aventure de l'Aube Dorée était loin d'être terminée. En fait, il semblait que nous n'en étions qu'au début d'un nouveau chapitre, un chapitre qui s'écrirait non seulement en France, mais dans le monde entier.